Salut à vous, bande de petits et gros tentacules, bienvenue dans cette émission spéciale concernant Flash Gordon à la conquête de Mongo, aka Guy Leclerc en français. Donc c'est le dernier projet qui sort chez Leto mercredi, et vu que t'es pas bête, bah oui effectivement, t'as deviné, c'est un jeu de rôle sur Flash Gordon. Mais il y a pas mal de petites spécificités, donc on va aborder ça tout de suite. Mais déjà commençons par qu'est-ce que c'est matériellement le jeu Flash Gordon. C'est une boîte, tu l'ouvres, dedans il y a 2 livrets, centaines de pages, à peine plus. Un pour les scénarios, il y en a 10, ça fait une campagne. À la conquête de Mongo, t'auras deviné. Et puis t'as un livret qui est spécialement pour les règles. Il y a beaucoup de cartes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être matérialisées sur les cartes. Par exemple, il n'y a pas de fiche de personnage, ça va être avec des decks de cartes. Il y a des decks de cartes ressources. Bon, voilà, il y a plein de mécaniques, on s'éteindra dessus. Donc il y a des cartes. Un truc qu'on commence à être habitué chez Leto, Cabal ou 1%. Voilà, le Leto, quand il peut, il aime bien les cartes. Et en parlant de cartes, il y a une carte du monde aussi. Carte du monde un peu spéciale parce qu'elle porte aussi les scénarios. Voilà, c'est pas seulement une carte avec les noms de lieux, machin. C'est une carte au-dessus, t'as le scénario, la map mentale du scénario et de ses correspondances, et puis ceux qui sont accessibles seulement en cas de réussite de trucs dans un scénario précédent. Tout ça, c'est sur la carte. Voilà, voilà. Il faut noter qu'il y a un scénario 11e Special Pledge qui est annoncé, et puis qu'il y aura clairement des dés parce que voilà, le fil Facebook de l'éditeur voilà, montre sa recherche du le bon dé bien comme il faut. Et puis dans les bouquins, on t'en parle des dés spéciaux Flash Gordon. Donc il y aura des dés Flash Gordon. Voilà, mais j'ai pas encore d'infos dessus. Par contre, il y aura pas d'écran et c'est volontaire. Hein. J'ai écrit à l'éditeur pour savoir où il est tôt. Et du coup, en fait, il m'a dit ouais, mais en fait, vu que ça marche avec des cartes, en pratique, quand tu joues avec des cartes, et puis là en plus, on va souvent les utiliser les cartes, c'est vite chiant d'avoir un paravent qui t'empêche de voir ce que les gens jouent. Donc voilà, en fait, c'est sans écran, et puis c'est sans écran parce que bah ça va pas aller, voilà, ça sera un écran qui irait pas avec la boîte machin, ça il y a un écran qui gênerait la visibilité. Donc on m'a dit non, t'es gentil vieux geek, mais en fait l'écran t'y a pas réfléchi, ça irait pas. Voilà, donc pas d'écran et c'est un choix volontaire. Alors, on joue quoi? Parce que là, je vous ai parlé des trucs physiques, mais donc on joue dans du rétro SF, dans l'univers d'Alex Raymond. Alex Raymond, je crois que c'est 1909, 1959. Donc ouais, c'est de la SF des années 50, donc c'est devenu de la rétro SF. C'est pulp, c'est très action, donc ça va vite. Hein. C'est un jeu qui est voilà, c'est pas un jeu d'enquête. Hein. C'est dit clairement, de toute façon, dans la partie règles pour le MJ, dans les aides d'ambiance, il peut avoir un peu d'enquête, mais le but du jeu quand même est de Flash Gordon, même si le moteur pour soutenir peut-être autre chose, c'est quand même voilà d'avoir de l'action trépidante. Et puis on est dans du film, on est dans du comics, on est dans du pulp, on n'est pas là pour dormir. Il y a une voilà, il y a un petit peu de séduction qui est parsemé dedans. C'est très présent lourdement dans le film, c'est présent dans le comics. Ils y ont gardé, mais voilà, sans que ce soit lourdingue comme dans le film. Donc c'est un bon choix. On y joue qui? On y joue quoi? On n'y joue pas en fait dans l'univers de Flash Gordon. On y joue Flash Gordon et ses compagnons. Donc le professeur Zarkov, Dale, je sais pas comment ça se prononce, je sais même plus comment ça se prononce. Alors Dale dans le film, c'est une cruche inutile machin. Très bonne nouvelle, le jeu c'est pas du tout ça. Voilà. Bon, mais c'est bien de le dire tout de suite. On peut jouer le prince Thune, qui est en fait un homme lion, voilà, qui est originaire de Bongo. On peut jouer la princesse Aura, qui est elle aussi originaire de Bongo, qui est la fille de Ming, qui est un petit peu en révolte contre Papounet, puis qui peut s'allier à la Team Flash. Et évidemment, on peut jouer Flash Gordon. Flash Gordon, défaut naïf, on rigole. Le MJ, lui, il joue Ming, l'impitoyable. Mais lui, il a pas de deck, il a ses petites règles spéciales de MJ, il a quand même une place de MJ assez traditionnelle, avec des petits moteurs. Alors, du coup, j'ai vaguement abordé hein, le point sexisme, parce qu'on pourrait dire ça a quand même bien vieilli, et puis quand on regarde le film, il y a des moments où on pourrait rire. Moi, je trouve que ça a été bien géré, au sens où justement tout ce qui était un peu lourdingue, c'était complètement passé à la trappe, mais ils ont voulu garder cet aspect pulp, un peu romantique, rocambolesque, voilà, il y a des histoires d'amour un petit peu dans l'air, dans tous les sens, entre les protagonistes. Donc ça, ils y ont gardé au point que certains personnages vont débloquer des cartes spéciales pour leur deck à partir du moment où ça va rentrer en ligne de compte d'une certaine romance. Exemple, Baora qui a le prince Brian, l'espèce dans le film il est tout en Robin des Bois, tout en vert.
il y a moyen à un moment que ça devienne du coup qu'il soit tout de toi et donc tu gagnes ta carte. Voilà, il y a des trucs aussi entre Flash et Dale, donc voilà, il y a le petit côté romance, t'as bien des conseils pour dire vous gênez pas, vous pouvez jouer avec ça, c'est dans les thématiques du genre. Et puis il y a aussi sa petite aspect ludisation et il y a beaucoup moins son aspect pauvre chat. Il y a beaucoup moins l'aspect beauf d'époque en fait, hein, tout simplement. Moi je me suis revu le film pour la critique, c'est vrai qu'il y a des trucs qui ont vraiment vieilli un peu voilà, un peu nanardesque, mais pour ceux qui ont envie de gueuler que Flash Gordon c'est un gros truc voilà, méga sexiste, voyez le film, hein, la scène la plus clairement connotée KX pour adultes, c'est une scène homo. Hein. C'est vraiment, c'est terrible, c'est terrible. Je vous aide, c'est au moment du rite initiatique, rien que le nom. Avec en fin de la scène méga homo, la princesse Aura qui dit jamais rite d'initiation. Voilà, et le côté sexiste beauf de la princesse, c'est du petit pipi comparé à la scène d'avant. Hein. C'est pas une scène hétéro du tout. Donc bon, aller gueuler que Flash Gordon sexiste, à mon avis, ça serait complètement avoir rien compris. Voilà, hop, fin de la parenthèse, on s'en moque. Parlons maintenant plus du jeu et puis vraiment de sa matérialisation, ça me semble important. C'est vraiment un truc d'ailleurs sur le petit loco de lancement, il y a parfait pour l'initiation, mais il y a vraiment de ça parce que tout l'aspect matérialisé en fait, ça va vous ôter tout ce qui est de prendre des notes sur une fiche de perso. Et toutes les mécaniques sont faites pour ça. Donc on a vraiment une gestion des personnages super allégée. Faut être un teubé pour pas comprendre. Honnêtement, faut être un crétin. Tu vas avoir 3 cartes de ton deck qui vont être des cartes en fait, pour définir ton personnage. La carte historique, t'as un dessin, t'as l'histoire du perso. Bon voilà, hop, tu la poses, t'as compris ce que tu joues. La carte des stats, parce que en fait tu vas avoir 4 caracs, atomique, savant, magnétique, audacieux. Voilà. Dans l'absolu, c'est noté de 1 à 6. Voilà, dans l'absolu. Dans la réalité, on est dans de la notation de 3 à 5. L'atomique, bah, c'est tout le côté force, endurance, voilà, tu rentres dedans. Savant, c'est tout ce qui est intello, savoir des trucs. Magnétique, c'est tout ton social, voilà, ton love interest, c'est tout magnétique, ton charisme. Hein. Et audacieux, ça va être pour tout ce qui est un peu dextérité. C'est pas au sens courage, c'est vraiment au sens quand tu triomphes d'une adversité physique, autrement qu'en faisant le bourrin, tu prends dans audacieux. Avec ça, ton personnage va être décrit aussi par 5 atouts, qui sont en fait 5 qualités, du genre Flash, il a courageux, athlétique, machin, des trucs comme ça. Et puis tu vas avoir un défaut, genre Flash, il a naïf. Flash, il est con comme ses pieds. Ouais, j'ai vraiment adoré ce défaut. Et puis voilà, ça c'est tout ce qui va faire ton personnage avec la petite carte supplémentaire qu'on va appeler qui s'appelle la carte sacrifice, qui porte 5 sacrifices. Tu n'auras pas de points de vie dans le jeu, machin, de blessure, on revient dessus après. Mais en gros, quand tu arrives à 0 point de vie, plutôt que ton personnage y soit mort, tu vas choisir un sacrifice qui est en fait un événement narratif que tu donnes au MJ qui va pouvoir te péter à la gueule à n'importe quel moment. C'est même pas forcément tout de suite, tu peux dire oh, ok, je garde ça pour plus tard, et te le placer quand il veut dans l'histoire. Voilà, et puis du coup ton personnage il est KO mais il est pas mort, il revient de 3 rounds, et puis voilà. Il revient avec un point de vie. D'ailleurs c'est pas un point de vie, hop, je respecte plus du tout mon plan, mais les points de vie vont être intelligemment remplacés par voilà, ta main de carte. Parce que au-delà de ces 3 cartes qui vont définir ton personnage, ce qui va te rester dans la main c'est tes cartes actions. Et tes cartes actions, en fait, bah ça te sert à jouer. On va le voir après. Mais déjà, ça fait aussi tes points de vie. Quand tu es blessé, tu vas perdre ton nombre maximum de cartes actions, ça descend. Et quand tu joues des cartes, ça descend aussi. Ah, et jouer des cartes, c'est fort. Mais descendre ces cartes, c'est dangereux. Et puis voilà, bon bah du coup on va parler directement de comment ça marche le système. Il existe aussi des cartes qui sont un peu neutres au début. C'est des cartes ressources. Voilà, ça vous les gagnez en fait par les histoires. Et le MJ, il y a des cartes imprimables sur Leto, le site. Il peut aussi donner il peut inventer ses cartes, il peut machin, voilà. Hein. C'est pas interdit, t'as la carte vierge pour imprimer à la maison pour ajouter les cartes que tu veux. Sachant que ça, c'est pas les cartes ressources, pas des cartes que tu vas tirer. C'est vraiment des ressources que les persos ont gagnées. Ensuite, j'ai envie de petits détails, mais faut pas que je m'égare dans les détails. Si quand même, dans les détails, vos cartes actions, elles ont un côté bonus test et un côté retournement narratif. On revient dessus tout de suite. C'est comme les cartes en Torg, elles ont un double emploi.
Donc les défis, les épreuves, les quand je jette des dés, comment ça marche? En fait, dès que vous avez une épreuve, on va appeler ça un défi, il va y avoir un dé de base de difficulté. Là-dessus, en fonction, ça c'est automatique pour tous les défis. En fait, voilà, si c'est pas assez compliqué pour avoir un dé de base de difficulté, c'est pas un défi. Qu'est-ce que tu nous embêtes avec ça, MJ? Ming, tu nous casses les pieds. Donc tu as ton dé de base de difficulté que tout à ça, hein, tout défi à ça, sinon c'est pas un défi. Ming va rajouter de 1 à 3 dés en fonction de la difficulté, un peu comme il veut, et il n'a pas justifié. Par contre, s'il veut mettre des dés au-delà de ça, au-delà de 4 dés de difficulté, va falloir qu'il les paye avec ses points de danger. Voilà, Ming, au début des scénarios, il a des points de danger en fonction du danger du scénar et puis du nombre de joueurs. Et ça va pouvoir varier en fonction des réussites et des échecs des joueurs. Il n'y a que les joueurs qui jettent le dé dans le jeu. Mais ça va être aussi... il va pouvoir en dépenser pour augmenter le niveau de difficulté. Il peut aussi en dépenser pour activer des monstres, il peut en dépenser pour activer des pièges, et les joueurs peuvent l'obliger à en dépenser pour activer des monstres et des pièges. Comme ça, ils se disent, hop, on épuise la réserve de danger de Ming, et puis dans les épreuves de l'affrontement final, il n'y a plus de points de danger, et puis on peut y aller. Puis il ne pourra pas monter les difficultés de défi. Voilà, donc tout ça, ça donne ton nombre de dés de défis à jeter. Suite base, les 3 en fonction de la difficulté évaluée par le MJ Ming, plus les 4 potentiels que le MJ va rajouter par sadisme ou parce qu'il a envie que vous ayez peu de chance. De tous ces dés, vous les prenez, vous les jetez, vous regardez par rapport à la carac qui est concernée par l'action, atomique, savant, magnétique ou audacieux. Vous sélectionnez le dé le plus élevé et ça va être ton défi ennemi. Exemple, t'as 6 dés, t'es flash, tu fais un truc atomique de force, jette mes 6 dés, dessus, pas de chance, j'ai 2 6. Oh, c'est mal barré pour moi, j'échoue. J'entends, 6, 6, 4, puis après on s'en moque. Bon, bah du coup, dans mon exemple, c'est là qu'intervient les atouts. Je dis non, mais Flash, il est athlétique, là je fais un truc de bourrin. Donc j'utilise en fait mon atout athlétique et ça vire. Flash, il a combat, Flash, il a courage. Et par rapport à ça, vous pouvez utiliser jusqu'à 3 atouts sur une action. Il y a une petite règle pour la musique, c'est marrant, ça dit le premier atout, t'embête pas ton joueur. Le deuxième atout, le joueur, il a intérêt quand même d'avoir une vraie utilisation qui peut justifier. Le troisième atout, vous êtes totalement intransigeant. Si ça semble un tout petit peu sortir du cadre de arrête de me baratiner, c'est nine. Voilà. Et avec ces atouts, je vais supprimer il faut que j'arrête de dire voilà, des dés que j'ai déjà jetés. On va dire que j'en utilise qu'un, hop, je vire un dé. Par exemple, dans la situation, c'est pas du combat, c'est pas du machin, c'est juste, je dois vite monter un truc difficile, parce que sinon ce serait plutôt dextérité. Enfin, je dois vite faire un truc de force. J'utilise mon athlétique. Hop, je vire. Il me reste encore un 6. J'ai ôté grâce à mon atout un dé des plus élevés, un dé de 6. Ce qui m'arrangeait pas, vu qu'il faut faire le plus petit possible pour être en dessous de mon score de carac. Donc j'ai viré 6, il me reste encore des 6. C'est là qu'interviennent les cartes actions. Les cartes actions, en fait, tu peux les jouer, et généralement, elles ont 2 dés sur une carac bien spécifique. Voilà, donc dans votre main, vous allez avoir -2 en atomique, -2 en savant, -2 en magnétique. Tu as vraiment envie de réussir, tu joues ta carte, et tu ôtes les 2 dés les plus élevés. Donc là, dans notre exemple, on a dit 6, 6, 5, 4, un truc comme ça, je crois. Bon, là, du coup, avec mon atout, j'ai viré le 6, j'ai viré le 5 et le 4, et vous me dites, mais t'es un mauvais joueur, t'aurais juste dû utiliser ta carte. C'est pas faux. Mais on s'en moque. Et voilà, comme ça, j'ôte des dés. Là où ça peut être intéressant de doter encore plus de dés qu'il n'y a, c'est que si vous avez un 1, ce sera forcément le dernier choisi. Mais si vous avez un 1, c'est une réussite critique et puis vous gagnez des trucs. Donc vous allez avoir envie d'avoir un 1. Voilà, vous avez des effets supplémentaires, des trucs en plus. Comme si il n'y a qu'un 6 qui passe à la fin, c'est un désastre et là, c'est pas bon pour vous. Voilà, le MJ va pouvoir se déchaîner et puis gagner des points de danger et puis tout ça. Donc voilà, but du jeu, je jette une brouette de dés, je dois faire en dessous ou égal à ma carac, et j'ai des mécaniques pour enlever les dés les plus élevés. Et pour arriver donc facilement à des résultats en dessous de ma carac, voire viser le 1 pour une super réussite. Et vous avez la mécanique, le cœur de mécanique de Flash, que j'espère que je ne l'ai pas trop mal expliqué. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai encore écrit d'autre? Faut que je relise mes notes. Ah oui, c'était le moment où j'étais quand même bien censé souligner les cartes actions de vos personnages. Il y a un noyau dur qui est identique pour chaque personnage, et tu as certaines actions qui sont spécifiques au personnage. Et on peut gagner certaines cartes actions qui viennent grossir ton deck
en réussissant certains événements dans les scénarios. D'ailleurs, vous allez me dire, mais c'est un deck et j'ai un nombre limité de cartes dans les mains. T'en as 5 au début. Comment donc je recharge mon deck? Bah, c'est facile en fait. Quand vous avez un repos court, voilà, vous avez eu 30 minutes pour souffler, vous allez pouvoir retirer une carte. Si vous avez eu voilà, le temps largement de vous soigner, 24 heures de repos, machin, tu refais ta main. C'est pas compliqué. Voilà, voilà. Plus de cartes, 0 point de vie. Hein, peut-être tant qu'on en parle. Effectivement, les cartes de tes mains, comme je vous l'ai déjà dit, c'est vos points de vie aussi. Et en bagarre, ben, quand vous êtes touché, hop, vous perdez une carte, vous perdez une... Il y a un moment, en fait, t'as plus de cartes. C'est là où t'es censé être mort. C'est là où tu joues tes sacrifices, sachant que t'en as 5, et c'est des retournements narratifs. Les sacrifices sont consommés. Tu feras pas 2 fois les mêmes sacrifices dans la conquête de Mongo. C'est pas consommé pour le scénar, c'est consommé pour la campagne, c'est consommé pour toute l'histoire. Donc mollo avec les sacrifices, il va falloir bien les choisir. C'est le joueur qui le choisit. Mais voilà. Bon, après c'est un pulp, on n'est pas censé mourir super facilement. Sinon, que dire de plus? Ah oui, mécaniquement, le jugement de Tao. À certains moments, en fait, dans le film, dans le comics, il y a un truc qui s'appelle le jugement de Tao. Tu mets ta main dans un trou et puis là, faut espérer pas se faire piquer à mort par un mini-monstre dégoûtant en Burk. En fait, à n'importe quel moment, vous pouvez décider, n'importe quel moment, une fois par scénar, mais un joueur peut décider plutôt que faire le défi de se mettre au jugement de Tao, qui est le dieu du coin, hein, et puis du coup, en fait, tu mets ta main dans le trou. En clair, mécaniquement, c'est-à-dire tu as 3 cartes, t'en tires une. Il y en a 2, c'est des ouf, t'as réussi, et il y en a une, c'est un catastrophe. Et voilà, si tu tires une réussite, bah t'as réussi, sinon c'est un désastre, c'est automatiquement un 6. C'est pas bon pour toi. Donc t'as plus de chances de réussir que d'échouer, mais si t'échoues, c'est automatiquement un gros caga. Voilà, ça c'est le jugement de Tao. Il y a aussi tout un système pour combattre avec les vaisseaux. C'est plutôt intelligent au sens qu'il n'y a pas un pilote et les autres qui s'ennuient. C'est plus le vaisseau est gros, plus il a des postes. Et les postes amènent des avantages. Donc c'est plutôt, tu as un pilote qui effectivement fait le jeu pour tout le monde, mais tu as les autres qui sont à d'autres postes de fonction. Comme les règles de coop. Enfin bon, tu as forcément toutes les petites règles pour les trucs, de course-poursuite, machin. Tu as les règles traditionnelles pour un jeu d'action. C'est quand même clairement un jeu d'action. Petit point avant de pas trop spoiler les scénars quand même. Ça s'appelle Flash Gordon. On aurait pu sous-titrer le jeu que c'est le joueur qui va choisir le nom, au sens qu'est-ce qu'il raconte, moi. Alors en fait, t'es pas cantonné à ce que Flash Gordon soit le héros. Flash Gordon mécaniquement est exactement au même niveau que les autres. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il est pas plus fort que les autres. Et par exemple Dalk, je trouve qu'il y a une vraie cruche dans le film. Tu peux complètement avoir un joueur ou une joueuse qui joue tellement bien d'elle que c'est clairement l'histoire de d'elle la journaliste dans l'espace qui libère les peuples de Mongo. Ça s'appelle plus Flash Gordon à la conquête de Mongo. Tu joues super bien Aura et c'est clairement le personnage qui tranche dans l'histoire. Ça devient Aura, la révolte contre papa, je sauve Mongo. Non, mais c'était bien de le dire lourdement, parce que justement, bon, on va attaquer les scénarios. Et le scénario, j'ai repéré certains trucs qui sont dans le film. Il y a des trucs que je me suis dit, ah, ça je connais pas, donc je pense que c'est lié aux comics. Et en fait, bah, c'est, comment dire, vu que c'est une adaptation de quelque chose qui existe déjà, en reprenant les héros, on peut avoir peur en fait que tu es complètement coincé par le scénar et puis manquer de liberté. Et on va le dire, ça dépendait pas seulement du système, même si le système, justement, il te montre ses bonnes intentions et qu'on se voit pas commencer dedans, ça dépendait de la qualité d'écriture du scénar. Et justement, là-dessus, c'est vachement bien fait. Parce qu'après, bon, si tu fais tes aventures maison à Flash, tu t'en moques, hein. Voilà, tu risques pas de décanoniser un truc ou de... Voilà, il y a rien à suivre. Mais pour le scénar officiel qui faisait voilà, l'histoire du film, des comics, machin, de comment on en arrive à chasser Mongo à la grosse révolte. Enfin, ouais, quand même chapeau le scénariste. Bravo Willy, il me semble que je dis pas de bêtises. Ah, je vais vérifier, je suis capable de me planter. Non, voilà, je dis pas de bêtises. C'est bien Willy Dupont qui a bossé là-dessus. Et je trouve qu'il fait un très bon boulot. Parce qu'au final, tu vas avoir un enchaînement de scénarios. J'aurais une tendance à appeler ça des scènes, mais c'est faux, parce qu'il y a plusieurs scènes à l'intérieur. Mais en fait, tu vas avoir toute une unité d'enjeux et d'événements sur chaque scénario qui fait que tu peux bien avoir une césure avec les autres. À la rigueur, l'enchaînement scénar 9-10, on peut dire parce que justement le 10e, c'est la conclusion, il est très spécial. C'est une seule immense scène, c'est la bataille finale que tous les gentils ils arrivent pour détrôner Ming. Voilà. Donc c'est un scénario très spécial qui s'enchaîne au 9.
alors que tous les autres, c'est vraiment très clairement une unité de problème à résoudre quelque part. Et là-dessus, je le trouve très très bien fait. Hop, je vais prendre un truc. Voilà, j'ai rouvert mes PDF tout simplement parce que j'avais envie de vous parler de la structure des scénarios qui est vraiment indicative en fait de comment c'est bien fait. Déjà, bon, t'as le petit moment qui te met le livret de campagne, intrigue principale, on te raconte tout et on te raconte qu'est-ce qui se passe où. Ouais, ça c'est bien, mais c'est la base, on s'en moque. On va prendre le premier scénar, prisonnier de Ming, voilà, parce que vous commencez en fait quand tous les joueurs ont l'occasion de jouer. Donc en fait, vous commencez au moment où ils sont prisonniers dans l'histoire. Voilà, le professeur, Dale et puis Flash sont tous capturés par Ming. Tu peux jouer Aura, donc la princesse qui est bien mise en avant dans le film. Tu peux jouer Thune aussi, l'homme lion, voilà, qui est prisonnier avec eux. Et donc, tu as le début du scénar qui va te parler de l'intrigue, donc tu as vraiment voilà, qu'est-ce qui joue dans ce scénar. Après, on t'aide objectifs principaux du scénario et danger. Alors, objectifs principaux du scénario, c'est vraiment, on va te mettre en 1, 2 ou 3 points. Voilà, dans ce scénario, c'est ça qui est traité. Genre, le premier, prisonnier de Ming, va corriger un défaut du scénario du film et du comics, à savoir Flash, il arrive alors que c'est des grosses catastrophes sur la Terre, il faut sauver la Terre qui est prise sous plein de catastrophes. Et dans le film et dans le comics, ça ils l'oublient en fait assez vite, puis ils en ont plus rien à carrer, ils se promènent, ils vont pique-niquer, enfin je me fous de leur gueule, là, mais c'est pas vrai, mais bon, voilà. Tandis que là, dès le début, t'as toute une scène d'enjeu de palabre avec Ming, où il va falloir un peu le convaincre, voilà, de le mettre au défi, pour réussir à magouiller qu'il y ait plus cette urgence sur la Terre. Et que ça explique pourquoi nos héros après vont en vadrouille et jouent au Spartacus sur Mongo, puis qu'ils peuvent prendre leur temps. Parce que ça, c'est une belle connerie dans le film et dans l'œuvre originale. Bon, bah, ça, par exemple, c'est un des objectifs, boum, du premier scénar. Réussir à faire cette négociation avec Mongo pour épargner la Terre. En gros, hein, c'est ouais, tu seras pas capable de m'attraper tant que tu m'attraperas pas, t'attaqueras pas à la Terre. Hein, c'est un peu ça. Après, vous le faites comme vous voulez, hein, mais là, je caricature pour être explicable en 10 secondes. Puis t'as le fait aussi de réussir à s'enfuir de Mingo. Mingo, c'est la ville du monde Mongo, gouvernée par Ming, le mégalo. Et ça, c'est les deux premiers points d'objectifs principaux qui sont indiqués dans Prisonnier de Ming, qui est vraiment le scénar d'intro pour lancer le truc, hein, que tous les PJ soient ensemble, puis hop, allez-y les gens. Après, bon, bah, t'as les autres scénars qui s'enchaînent et qui ont chacun leur propre intrigue avec leurs propres objectifs principaux. Par contre, quand on va parler du danger, c'est le nombre de dés de danger avec lequel Ming, le MJ, va commencer. Récompense, on te met clairement aussi qu'est-ce qu'il y a à gagner, aussi bien dans des nouvelles cartes actions pour certains héros, parce que par rapport à leur évolution, c'est un temps fort et important, aussi bien qu'une récompense pour la bataille finale grâce à des alliances, la découverte de secrets, et certains secrets, alliances, machin, des cartes que tu peux obtenir, vont te débloquer l'accès à d'autres scénarios. Voilà, donc il y a des scénarios que tu vas pouvoir enchaîner parce que tu te balades voilà, dans l'univers et tu découvres, mais certains scénarios vont pouvoir être accessibles qu'avec certains secrets du jeu qui ont été découverts par les joueurs. Et ça va être tout bien mis dans les récompenses. Après, on a péril et scènes, le truc classique, voilà. On a les périls et les scènes principales qui vont être proposées par ce scénario. On a un point sur son décor, où que ça se passe, le lieu, savoir l'animer pour le MJ. On a les protagonistes, les PNJ et qu'est-ce qu'ils veulent. Et on a enfin les monstres et les pièges. Attention, monstres et pièges, il y a un truc spécial, c'est que certains monstres, certains pièges vont intervenir automatiquement dans le scénar. Mais sinon, en fait, les joueurs ou le MJ Ming peuvent à certains moments s'amuser à en placer, volontairement. T'as pas de monstres errants, en fait, t'as des monstres choisis par le MJ ou par les joueurs ou des pièges errants. Et en fait, ça va taper dans la réserve de points de danger de Ming, les points pour embêter les joueurs. Donc Ming, des fois, il va dire, oh, là c'est un peu mou, poum, je leur envoie un monstre sur la tête, parce qu'il est censé avoir plein de monstres dans la planète, ou au contraire, à un moment du scénar, ils s'en sortent trop bien, hop, je vais leur rajouter un piège dans la gueule, pour ça tu tapes dans tes points de danger. A contrario, tes joueurs, sur un temps où ils se disent, ah, c'est bon, là on peut gérer un défi supplémentaire, s'ils ont la carte qui le fait bien, ils jouent leur carte et ils t'obligent à dépenser tes points. Et voilà, tous les scénarios sont structurés comme ça, avec un petit, attention, c'est pas vrai ce que je raconte, de spécial pour la dernière grande scène, même si elle respecte cette structure, qui s'appelle À l'assaut de Mongo City. C'est légèrement différent parce que c'est une immense bataille.
Mais sinon, tous les scénars sont vraiment calibrés sur le même format. Ils sont très simples à prendre en main pour le MJ. Autant c'est un jeu où je pense où si tu veux t'amuser à adapter des trucs qui existent déjà, c'est délicat parce que c'est un exercice délicat. Autant jouer ce qui a été fait est très simple et créer tes propres scénarios qui justement sortent de la canonicité et que tu fais un peu ce que tu veux et puis que t'as pas le- l'épée de Damoclès de la canonicité au-dessus de la tête, c'est beaucoup plus voilà, c'est beaucoup plus simple et je trouve que c'est une bonne aide à MJ parce que tu structures tes scénars comme ça, tu identifies bien c'est quoi ton intrigue, les objectifs que les joueurs doivent être totalement aptes à comprendre très vite. On est dans du pulp, on n'est pas dans vos joueurs doivent passer 95% du scénar à se demander ce qui se passe. Les points de danger que vous donnez, comme ça. Voilà. Je trouve que c'est une bonne grille de construction pour aider un MJ à créer ses propres aventures, tout simplement. Et puis voilà. C'est la deuxième vidéo que je fais parce que j'étais beaucoup trop parti en détail et puis en petits points qui sont pas forcément intéressants sur ma première vidéo. Donc je suis beaucoup plus satisfait de celle-là, même s'il y a encore plein de trucs où j'ai dérapé. Mais au moins, hop, vous voyez qu'est-ce qu'on peut jouer. On va jouer avec un système avec beaucoup de matérialisation qui aide énormément à la prise en main pour les nouveaux joueurs. Pour ça, je trouve que c'est vraiment avant en fait d'avoir vu le visuel qui va être utilisé pour le pledge où il y a un petit logo parfait pour l'initiation. J'avais écrit à l'éditeur Laurent Moore en lui disant mais dans le bouquin tu mets pas que c'est bien pour l'initiation alors que je trouve ça vachement bien pour l'initiation. Donc en fait on est vachement d'accord. Voilà. Le côté tout est matérialisé et les règles sont simples, mais pas débiles. Enfin, toi, le jonglage, carte d'action, point de vie, machin. Est-ce que j'épuise les points de danger de mime ou est-ce que je me dis non, on va pouvoir encaisser. Ah, mais là, il commence à avoir beaucoup trop de points de danger. Enfin, il y a tout un équilibre qui va être à trouver par les joueurs et puis le MJ pour se mettre des bâtons dans les roues. Et puis voilà, puis c'est bien vu. Et la mécanique de base en fond, hein, petite histoire de cartes plus petit système simple, je trouve ça vraiment bien pour l'adaptation où justement t'es pas écrasé par les règles. Donc en fait, ouais, Flash, parce que bon, hop, maintenant hop, c'est à la fin, je raconte ma vie 2 minutes. J'ai eu main sur le projet en début d'été quand en fait il y avait que les règles décrites. Et moi, c'est les règles hein, qui m'ont passionné. J'avais pas de super souvenirs de ma jeunesse de Flash. Ça m'éveillait pas grand chose. J'ai jeté un petit coup d'œil sur les films, mais ça a l'air intriguant tout ça. Faut voir ce que le scénar donne avec. Et puis bah là, j'ai vu le scénar et du coup, ouais, je suis assez convaincu. Quand à la base, hein, Guy Leclerc, moi, c'est pas ma cam. Hein. C'est pas ma cam. Ah, le film, j'ai rigolé, voilà, j'ai rigolé comme devant un bon gros nanar. Mais la mécanique est vraiment sympa. Elle fait de pouvoir s'extraire de certains, voilà, de jouer avec les clichés du genre et pas seulement des clichés du film. Enfin, le côté nanar beaufesque, en fait, je peux complètement me permettre de prendre Flash Gordon, le jeu, et puis que ça serait joué à ma table en respectant l'esprit du pulp, en respectant les grands temps de l'histoire, tout en donnant une expérience pas mal libre à mes joueurs, et en faisant qu'ils peuvent sortir du. Enfin, toi, Dell, elle est pas obligée d'être une cruche, quoi. Je vais le dire, avec mes gros sabots, mais voilà, c'est pas parce que t'as Dell que c'est une cruche. Et puis voilà. Et puis moi, je suis Timora. Hein. Je vais pas me cacher. Aura est une, l'homme lion, il pète trop, le professeur, il est classe. Voilà. Bon, mais que toute cette mécanique, bah, on la verrait assez facilement quand même pour d'autres licences, justement, où on n'est pas obligé de construire des jeux de 300 pages pour des trucs légers avec de l'action ou même de l'enquête. Hein. Je pense que le moteur, en modifiant les cartes, voilà, le fait de débloquer certains indices avec, t'en as eu d'autres, il y a moyen même de rendre peut-être des trucs d'enquête assez abordables aux plus néophytes. Enfin bon, là c'est moi qui fantasme sur le système qui m'a bien plu, j'attendais un peu les scénars pour finir d'être convaincu. Voilà, j'ai pu lire les scénars et surtout comment c'était structuré, quelle place ça donnait aux joueurs. C'était un peu ma grosse peur. Hein. Ma grosse peur, c'était un peu, on va se faire chier. Et en fait, bah pas du tout. C'est fait très intelligemment, donc encore, voilà, encore bien joué Willy Dupont. C'était pas un exercice simple, je pense. Je pense que tu t'es fait des cheveux blancs et que t'as arraché des cheveux. Je trouve que c'est une belle réussite pour les fans de Flash Gordon et pour un bon outil d'initiation. Tout ça est bien fait. Bon, hop, je vous laisse là. Bonne découverte à vous. Et puis voilà, si vous êtes fan de Flash Gordon, c'est pour vous. Si vous aimez la rétro SF,
mais que vous n'êtes pas spécialement fan de Flash Gordon, en fait c'est pour vous aussi si vous êtes si vous êtes amateur de systèmes ludiques innovants, sympathiques, fraîches et qui tournent vite. Salut les gens, jouez bien.